Pendant les 40 dernières années, le statu quo économique mondial a vu les avancées technologiques être principalement le fait d'entreprises bien financées en Europe et surtout aux États-Unis. Ces avancées sont ensuite transformées en produits commercialement viables qui sont fabriqués dans des centres où la main-d'œuvre coûte moins cher, ce qui a principalement concerné la Chine. Ces produits ont ensuite été exportés aux quatre coins du monde, inondant les marchés de marchandises bon marché. L'Occident s'est accaparé tous les emplois high-tech en concevant, en commercialisant et en fabriquant tous ces produits. Les multinationales mondiales ont engrangé des profits colossaux, les consommateurs ont eu accès à des biens à moindre coût, et les pays facilitant toute cette main-d'œuvre bon marché ont trouvé une source de revenus pour développer leurs industries locales et offrir à leur population un niveau de vie bien supérieur à ce qu'ils auraient pu obtenir avec seulement une agriculture de base. C'était, en théorie, une situation où tout le monde était gagnant. Cependant, même si les parties impliquées dans ce processus sont restées les meilleurs amis du monde, ce qui, attention spoiler, n'a pas été le cas, les centres d'exportation à bas coût étaient quand même motivés à s'approprier certains des rôles à haute valeur ajoutée par tous les moyens possibles. Et voilà, c'est précisément ce qui s'est produit. Dans certains domaines de la fabrication, la Chine est désormais aussi avancée, voire plus, que les centres occidentaux. Ce ne sont plus simplement des objets jetables pour les consommateurs. Encore aujourd'hui, on fabrique en masse ces pollueurs de décharge en plastique qu'on trouve sur Alibaba, Wish, Temu, Chine, ou peu importe la plateforme à la mode au moment où vous regardez cette vidéo. Cependant, tout cela ne fait que détourner l'attention du fait que le pays est devenu une puissance mondiale dans des domaines cruciaux à un rythme qui surprend bon nombre d'économistes. À l'heure actuelle, tout ceci se déroule alors que la Chine fait face à ses pires conditions économiques depuis des décennies. Ainsi, la question qui se pose pour eux est la suivante. Cette mesure représente-t-elle un précieux sésame susceptible de relancer leur économie, ou bien est-elle insignifiante, voire trop tardive? Pour les gouvernements et les entreprises occidentaux, la question cruciale est la suivante. Quelle sera leur décision, quelle qu'elle soit? Alors, est-ce que la fabrication chinoise est vraiment devenue une référence mondiale? Le pays pourra-t-il maintenir son fonctionnement si les entreprises occidentales retirent leurs opérations de ses côtes? En fin de compte, est-ce que des restrictions commerciales renforcées seront suffisantes pour freiner ces industries? Diriger une entreprise, c'est jongler avec une multitude de tâches, entretenir des relations clients, gérer les stocks, s'occuper de la comptabilité, et bien plus encore. Malgré des progrès lents et peu reconnus par les observateurs jusqu'au milieu des années 1980, cette première étape a permis à davantage de capitaux étrangers d'entrer dans le pays et d'aider au développement des économies régionales, en dérégulant partiellement les prix et la rétention des bénéfices dans les zones économiques spéciales, permettant aux entreprises d'établir leurs propres structures salariales respectives. Les fruits de l'expérience se sont révélés fructueux, propulsant le pays dans la période de croissance économique la plus intense de son histoire. Cela a également accéléré le rythme de l'urbanisation, attirant les travailleurs des campagnes vers des emplois mieux rémunérés dans les villes. La libéralisation suffisante a propulsé la Chine sur la scène du commerce mondial en tant que concurrent exportateur de renom. Aujourd'hui, si l'on avance rapidement, la plupart considèrent la Chine non seulement comme un fabricant, mais comme le fabricant sur la scène mondiale. Cela a eu une influence profonde sur nos propres économies. Avant l'ascension de la Chine, l'achat d'un simple grille-pain était une décision importante pour laquelle les gens comparaient les prix avec autant d'attention que nous le faisons aujourd'hui pour un ordinateur. La production chinoise a permis aux consommateurs d'acquérir beaucoup plus de biens durables à un coût bien moindre. Pendant des décennies, l'étiquette Made in China était synonyme de qualité médiocre. Des plateformes telles qu'Alibaba, Wish, Tmall ou Shein ne font rien pour dissiper ces stéréotypes. Cependant, grâce à des efforts accrus dans le domaine du contrôle qualité sous la pression extérieure, ainsi que leur propre compréhension croissante de l'évolution de la concurrence, les fabricants chinois, en particulier les plus importants, ont amené certains membres de la presse à affirmer que la fabrication chinoise autrefois omniprésente et de qualité médiocre est désormais révolue. Est-ce que l'industrie manufacturière chinoise est réellement devenue un leader mondial à la fois en termes de qualité et de quantité? Effectivement, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Lorsqu'on cherche des articles bon marché en ligne, c'est souvent la Chine qui se cache en coulisses, et cela est largement lié à la question de la viabilité financière. Selon l'Organisation internationale du travail, les coûts unitaires de la main-d'œuvre en Chine représentent environ 20 à 40% des coûts de main-d'œuvre aux États-Unis. Ils sont également bien en deçà des coûts pratiqués dans l'UE, au Japon, au Mexique, en Corée et dans la plupart des autres pays nouvellement industrialisés, sans parler de ceux qui sont déjà bien établis. En d'autres termes, fabriquer des enceintes portables à $5 n'a tout simplement aucun sens dans des endroits comme les États-Unis, où les travailleurs aveugles gagnent $25 de l'heure.
Cela était également dû à une dynamique de longue date qui, du moins pendant un certain temps, impliquait que tout ne soit pas fabriqué en Chine. Les industries manufacturières avancées sont généralement moins exposées à la délocalisation en Chine, car la main-d'œuvre représente une part moins importante du coût total de fabrication d'un produit tel qu'un avion. Ce secteur, très technique, nécessite des investissements massifs en recherche et développement, et accorde une importance primordiale à la confiance que les consommateurs accordent intrinsèquement aux produits. Ces emplois exigent l'utilisation d'équipements de fabrication beaucoup plus sophistiqués, nécessitant moins de techniciens hautement qualifiés que pour la production d'un iPhone, où la main-d'œuvre représente une part beaucoup plus importante du coût final du produit. Il était plus aisé de maintenir ce type de fabrication avancée aux États-Unis, car c'est là que se trouvaient les travailleurs qualifiés et l'expertise technique nécessaire. Cependant, si la Chine peut fabriquer ses produits de pointe aussi bien, voire mieux, alors même la petite économie de coûts sur la main-d'œuvre commence à paraître convaincante. La nature humaine ordinaire et la perception globale jouent également un rôle important dans cette situation. Autrefois, je plaisantais souvent en disant que je n'étais pas prêt à voler dans un avion fabriqué en Chine. Mais avec les récentes nouvelles concernant Boeing, il se pourrait bien que les gens préfèrent désormais l'avion chinois. Pendant des décennies, la Chine a bâti sa réputation de fabricant mondial en se reposant sur l'externalisation étrangère et la propriété intellectuelle. Le pays pourra-t-il continuer à fonctionner si les entreprises occidentales retirent leurs opérations de ses côtes? Pour résoudre cette question, il suffit d'observer l'ascension de la Chine dans la pyramide des services. Il est désormais évident que le pays n'est plus seulement l'atelier du monde, mais qu'il s'est récemment hissé à des postes plus élevés. Actuellement, la Chine s'engage dans des tâches plus avancées telles que la conception, la recherche et le développement, le marketing et la gestion en interne, des domaines qui étaient traditionnellement réservés à l'Occident, tandis que le pays se concentrait principalement sur la fabrication. La situation est loin d'être une blague pour les superpuissances économiques occidentales, car depuis longtemps les États-Unis et, dans une moindre mesure, les grands pays d'Europe occidentale ont eu efficacement le monopole des entreprises mondiales. Cependant, la Chine a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies. Il y a une dizaine d'années, il aurait été difficile de citer une seule entreprise parmi les leurs qui opérait au-delà des frontières nationales, mais la donne commence à évoluer. Huawei, fleuron de l'industrie chinoise, a brillamment franchi ses frontières en devenant un géant mondial de la technologie, offrant des infrastructures de communication et des appareils intelligents. La croissance de l'entreprise de télécommunications a été si impressionnante pour ses concurrents que plusieurs nations occidentales ont adopté des lois pour freiner cette expansion en raison des risques en matière de sécurité. Bon nombre de ces préoccupations étaient tout à fait légitimes, ce qui pose un autre défi que l'industrie manufacturière chinoise doit relever si elle veut propulser ses propres entreprises sur le marché mondial, au lieu de se contenter d'être un atelier d'assemblage pour d'autres marques. En 2020, la Grande-Bretagne a pris la décision radicale d'interdire Huawei et d'autres fournisseurs jugés à haut risque pour la sécurité des réseaux 5G. En 2021, les législateurs danois ont adopté une loi autorisant le contrôle des investissements étrangers afin de s'assurer qu'ils ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale. En 2020, les autorités françaises ont informé les opérateurs de télécommunications envisageant d'acheter des équipements 5G de Huawei qu'ils ne pourraient pas renouveler les licences de ces équipements une fois qu'elles arriveraient à expiration, ce qui équivaudrait à éliminer progressivement Huawei des réseaux mobiles. Bien sûr, défendre l'idée que les produits et services chinois représentent un risque pour la sécurité nationale peut être légitime, mais cela a aussi l'effet secondaire pratique de protéger les entreprises occidentales sans avoir à parler de restrictions commerciales. Mais comment ces nouveaux venus parviennent-ils exactement à s'imposer de force sur les marchés mondiaux? En partie, cela est largement lié aux subventions gouvernementales. Depuis un certain temps, des organismes tels que le Centre sur l'économie et les institutions de la Chine de Stanford observent attentivement cette évolution. D'après leurs découvertes, il apparaît que depuis 2007, la Chine exige que les entreprises cotées rapportent publiquement les subventions directes du gouvernement. Entre 2008 et 2018, ces subventions ont bondi de 4 milliards de dollars à environ 29 milliards de dollars. Selon les informations divulguées, des subventions ont été allouées pour encourager l'innovation en R&D, moderniser les équipements industriels, stabiliser et promouvoir l'emploi, protéger l'environnement et soutenir les opérations commerciales générales. Il convient de souligner que ce système n'est en aucun cas parfait, car le principal critère déterminant pour recevoir des subventions directes est la taille plus importante des entreprises, et le fait de bénéficier de subventions est associé à une productivité plus faible des entreprises, à une croissance limitée, et seulement à une croissance modérée. Par exemple, une grande partie de la croissance de la Chine repose non pas sur une véritable valeur ajoutée dans la fabrication, mais plutôt sur la construction excessive de logements destinés à être utilisés comme investissement.
C'est une aubaine pour les chiffres économiques en tête d'affiche car cela permet d'employer de nombreuses personnes et d'ajouter beaucoup de valeur, étant donné que les gens ordinaires sont prêts à dépenser une somme considérable pour construire une maison. Cependant, cette situation n'est pas viable sur le long terme. L'effondrement du marché immobilier a provoqué un recul massif de la croissance économique, et les problèmes économiques tels que le chômage des jeunes sont devenus si graves que le gouvernement a simplement cessé de publier ces chiffres. Cependant, avec la croissance importante dans ces autres secteurs, les anciennes améliorations pourraient théoriquement compenser cette frénésie spéculative, offrant ainsi à la deuxième plus grande économie du monde un moyen de croître de manière plus durable. Si ce rêve d'avancement économique chinois se réalise, cela pourrait s'avérer être une véritable épine dans le pied des entreprises américaines en particulier. Face à cela, les États-Unis ont la capacité, et l'ont déjà fait, d'instaurer des barrières commerciales significatives pour protéger les emplois locaux. Cependant, en raison de la portée mondiale de ces entreprises, les États-Unis demeurent l'économie la plus puissante au monde, mais ils ne peuvent pas contraindre les autres pays à bloquer également les exportations chinoises. Ce qui rend cela encore plus fou, c'est que malgré les barrières commerciales, cette stratégie d'exportation fonctionne plutôt bien. Actuellement, la Chine détient le plus grand excédent commercial de tous les temps. Rien qu'au cours du mois de juin 2024, la Chine a enregistré un excédent commercial d'environ 99 milliards de dollars américains. Actuellement, cela compense effectivement les pertes du secteur immobilier en difficulté, mais cela suscite également la colère d'autres pays, renforçant ainsi les appels à des restrictions commerciales. Bien sûr, l'un des arguments principaux est que les subventions chinoises mentionnées sont plus politiques qu'économiques, certains allant même jusqu'à affirmer que les Chinois faussent les marchés, entraînant une surproduction et le déversement de produits bon marché sur le marché mondial, échangeant de l'argent durement gagné contre des babioles. Et ceci, loin d'être une nouveauté comme mentionné précédemment, n'est en aucun cas récent. En réalité, certains de ces concepts remontent à près de 10 ans déjà. Un exemple de lutte constante peut être observé dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément les panneaux solaires, une industrie moderne très technique et hautement valorisée, se trouvant à l'avant-garde de l'attention mondiale. Il y a environ 7 ans, l'Union européenne avait prolongé les mesures anti-dumping et anti-subvention pour les panneaux solaires, les plaquettes et les cellules chinoises. Cependant, si l'on avance rapidement jusqu'à aujourd'hui, il semble que cela n'ait guère changé la donne. Entre 2022 et 2023, les exportations de ce secteur vers l'Europe ont connu une baisse d'environ 9% seulement. En matière de taux de croissance annuel, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Malaisie et le Pakistan ont tous enregistré une augmentation des importations en provenance de Chine de plus de 100% en 2023 par rapport aux chiffres de 2022, et ont tous rejoint les rangs des principaux marchés pour les panneaux et modules chinois. Cela rend vraiment ce 9% moins une victoire massive et plus une goutte d'eau dans l'océan. Pour l'instant du moins, la résistance occidentale à l'évolution du pays pourrait ralentir ce progrès, mais elle ne semble pas en mesure de l'arrêter complètement. En réalité, pour de nombreux consommateurs à travers le monde, il est souvent préférable d'avoir quelque chose de suffisamment bon et bon marché plutôt que quelque chose légèrement meilleur mais considérablement plus cher. Cependant, la Chine doit encore surmonter des obstacles internes majeurs. En plus de la bulle immobilière, le pays doit également faire face à une population vieillissante, et qui plus est, coûteuse. Malgré l'augmentation des salaires, de nombreux résidents chinois peinent à se loger dans des villes comme Beijing, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. En d'autres termes, ce système sociopolitique complexe que le peuple chinois entretient avec son gouvernement ne fonctionne que si les choses restent abordables et si les gens peuvent continuer à bien gagner leur vie, une préoccupation croissante ces dernières années. Si la Chine parvient à maintenir sa croissance, en produisant éventuellement des articles égalant en qualité ceux de ses concurrents réputés pour leur quantité, tout en maîtrisant ses prix, rien ne semble pouvoir actuellement entraver sa progression économique. Cela exclut tout, sauf lui-même. La réussite totale de la Chine dépendra de la rentabilité de ces nouvelles avancées. Si elle parvient à réaliser cela et à regagner la confiance de son peuple, la Chine pourrait non seulement rentrer dans ses frais, mais elle pourrait bien émerger plus forte que jamais. L'an dernier, nous avons réalisé une vidéo complète mettant en lumière l'ampleur des défis auxquels doit faire face cette expansion industrielle. Merci d'avoir visionné, l'ami, à plus.